ma communication s'intitule des représentants syndicaux déterritorialisés, les conseillers du salarié. Mais avant de présenter ma communication, je voudrais faire deux précisions. D'abord, dire d'où je parle. Durant 5 ans, j'étais un agent de contrôle des entreprises à l'inspection du travail. Je suis ensuite devenu professeur de sciences économiques et sociales, puis j'ai soutenu une thèse de sociologie. Et depuis 2008, je suis moi-même conseiller des salariés pour l'Union syndicale solidaire. Je suis donc à la fois un indigène, mais un indigène qui aurait d'abord travaillé au bureau des indigènes avant de faire de ceci un objet de recherche. J'ignore si on peut aller plus loin dans la schizophrénie, mais nous dirons avec notre langage qu'il s'agit d'une expérience d'observation participante. Deuxième précaution concernant le terme d'incertain. Celui-ci est le plus souvent vu dans sa dimension historique, diachronique. Il est alors synonyme d'imprévisibilité. Il renvoie à l'absence d'informations, à leur insuffisance, voire à des catastrophes naturelles ou économiques. Or, cet exposé montrera un incertain synchronique. Il renvoie à la difficulté de qualifier une situation, peut-être faute de mots disponibles pour la définir. C'est pourquoi, contrairement à l'usage, qui veut que la salle pose une question à l'orateur pour indiquer les limites de sa pensée, qui impose à l'orateur un exercice d'agilité intellectuelle, auquel il ne peut satisfaire en opposant la réponse la plus astucieuse ou la mieux informée, ici, c'est l'orateur, conscient de ses propres limites, qui posera à la salle la question de ce qu'il est, dans l'exercice de ses fonctions de représentation syndicale, ce qui n'exclura pas de vos questions si vous souhaitez en poser. Alors, il existe en France, dans les relations professionnelles, quelque chose, entre guillemets, que faute de mieux, on range dans la catégorie des institutions représentatives du personnel, que je désignerai désormais par son sigle IRP. Par analogie avec ces lieux, au sein de l'entreprise, se rencontrent représentants du patronat et représentants des travailleurs, où s'échangent des informations, ou éventuellement on se concerte et on négocie. Ce quelque chose, ce sont les conseillers du salarié. Depuis 1989, ceux-ci ont pour mission d'accompagner, d'informer et d'assister les salariés durant leur licenciement au sein des entreprises dépourvues d'IRT, quelle que soit leur taille, mais ce sont le plus souvent des TPE, des très petites entreprises. Qui sont ces conseillers? La plupart du temps, ce sont des syndicalistes désignés par leur syndicat. L'analogie avec les IRT, et tout particulièrement l'analogie avec les délégués syndicaux d'entreprise, s'arrête là. Car ces conseillers interviennent dans des conditions sans équivalence. Ce ne sont pas nécessairement des syndicalistes. Ils peuvent même ne jamais avoir été salariés. Ils interviennent hors de leur entreprise, voire hors de leur champ professionnel. Ils tirent leur légitimité d'une présomption de connaissance du droit du travail, mais celle-ci n'est ni contrôlée, ni avérée. Ils tirent leur légalité de deux sources. Ils sont désignés par arrêté préfectoral, et ils bénéficient d'une certification et d'une délivrance d'une carte professionnelle par la DIRECT, les anciennes directions départementales de l'emploi. De cette situation découlent 3 incertitudes qui balisent, circonscrivent, décident le contour de ce qu'ils sont et que l'on peine à qualifier. Première incertitude donc, que sont-ils? Des syndicalistes comme les autres, intervenant dans une instance extérieure à l'entreprise, comme d'autres siègent à la sécurité sociale, au conseil économique et social, ou dans les conseils de prud'homme? Sont-ils de quasi-fonctionnaires, agissant à autorisation et contrôle des autorités pour remplir une mission de service public? Ou bien sont-ils des experts des relations professionnelles, témoins d'un entretien, afin de résoudre le plus souvent de manière informelle des situations que la taille, l'humeur des protagonistes ne permet pas de dénouer seul? Deuxième incertitude, le rapport au champ professionnel. Tout syndicaliste est normalement passé par plusieurs phases de socialisation. À l'école professionnelle, dans la profession, dans l'entreprise. Bref, il a subi avec succès un certain nombre d'épreuves. Celles-ci font de lui l'homologue de la structure qu'il a fait par la communauté de pensée, de sentir et d'agir.
Or, à l'inverse de ce modèle de socialisation professionnelle, un conseiller peut n'avoir aucune expérience personnelle en lien avec l'activité dans laquelle il intervient. Il peut même être fonctionnaire, alors que les conseillers n'interviennent que dans le secteur privé et ne peuvent donc jamais défendre en tant que tel un autre fonctionnaire. Le lien s'établit davantage avec la notion d'emploi, qui est associée, qu'avec celle de profession, qui est exercée. Ainsi, le salarié accompagné peut-il être un ouvrier du bâtiment, de la métallurgie, de la chimie, une épouse de vétérinaire, une animatrice employée par une association de parents d'élèves, ou un professeur de danse employé par une association paramunicipale, une femme de ménage licenciée par un particulier. Troisième incertitude, enfin, celle du regard porté par le salarié sur le conseiller qui l'accompagne. Je parlerai de qualification profane. Quel statut le salarié prête-t-il au conseiller? Quel pouvoir, quelle capacité d'agir lui suppose-t-il? La plupart des salariés employés dans des très petites entreprises n'ont une connaissance approximative de ce qu'est le syndicalisme et n'ont généralement ni rencontré, ni parti, pu éprouver une IRP ou des syndicalistes au cours de leur carrière. La connaissance qu'ils reçoivent de leurs droits à être assistés, ainsi que la liste des personnes habilitées et des assistés, leur arrive de deux sources publiques. Les directs, le plus souvent, ou les mairies, dans une moindre mesure. Que leur remettons une liste de noms sous l'intitulé d'arrêté préfectoral. Ces listes sont dans leur présentation très hétérogènes d'un département à l'autre. Dans certains cas, la présentation est alphabétique. L'appartenance syndicale n'apparaît qu'en second lieu. L'accent est donc mis sur la personne, sa profession et son lieu de résidence. Dans d'autres, au contraire, c'est l'appartenance syndicale qui précède le regroupement de tous les conseillers. C'est l'étiquette syndicale qui est mise en avant. Si la plupart des salariés peinent à distinguer les syndicats entre eux, selon leurs préférences idéologiques et leur pratique syndicale, est-on réellement certain qu'ils voient chez les conseillers autre chose que des personnes dotées d'une légitimité publique, dépositaires d'une certaine autorité légale qui les autorise à contraindre le patronat à les recevoir? Ici, l'incertitude se fait espoir affectif d'un soutien moral, espoir légal de voir ses droits préservés, espoir social de pouvoir éviter le licenciement. De ces trois espoirs, le premier, l'espoir affectif, est le plus fort. Les salariés dans cette situation sont souvent déprimés, sous antidépresseurs, en arrêt maladie, n'ont pas pu dormir la nuit qui précède et attendent de la compassion, c'est la mission anti-anxiolytique du conseiller. Le second suit immédiatement par ordre d'importance et d'acuité. Ne pas se faire léser, être sûr de ses droits, ne rien faire pour ne pas se faire voler. Il ne s'agit pas que d'un enjeu matériel. Souvent, celui-ci n'intervient même qu'en second. L'enjeu est d'abord symbolique. Gagner de l'importance, sauver sa dignité, ne pas être au plus bas dans l'échelle de l'honneur. Lorsqu'un salarié veut aller au prud'homme en disant « je veux le faire payer », c'est-à-dire de vengeance, si l'on veut, mais surtout de réparation, moins s'enrichir que corriger une injustice. Et le troisième espoir, c'est conserver son emploi. Eh bien, paradoxalement, c'est celui qui est le moins attendu des salariés. C'est celui qui est le moins revendiqué. Dans les CTE, la relation employeur-salarié est le plus souvent faite d'un face-à-face permanent. Lorsque le licenciement survient, la situation est trop dégradée pour être réversible. Souvent, le salarié explique, à moins que le conseiller ne lui fasse dire, qu'il accepte son licenciement, mais pourvu qu'il passe la tête haute, sans la marque d'infamie que constitue le motif de la faute, et si possible, en le faisant payer pour son manque de reconnaissance et pour son injustice. Quel lien établir entre ces trois incertitudes? Ce que sont les conseillers, la méconnaissance du champ professionnel par le conseiller, et les attentes du salarié, c'est-à-dire du conseiller, dont il ne connaît pas nécessairement la qualification. Deux hypothèses s'ouvrent. Soit ces trois incertitudes font système, sont eux-mêmes ce qui définit la fonction.
soit ces incertitudes sont autonomes entre elles. Alors, je penche plutôt pour la première hypothèse. Ce quelque chose d'indéfinissable dont je parlais dans mon introduction est constitué d'une synthèse des trois incertitudes. Contrairement à ce qui a pu être avancé, je ne pense pas qu'il s'agit d'une IRT. Une IRT, qu'elle soit dans ou hors de l'entreprise, repose soit sur le mode électif, pour lequel il n'est pas nécessaire d'être syndiqué, soit sur celui de la désignation, qui suppose l'adhésion à un syndicat. Or, la loi sur les conseillers des salariés autorise l'autodésignation de toute personne avançant des compétences personnelles en matière de connaissance du droit du travail. De plus, il s'agit d'une compétence non pas spéciale, une IRT dans une entreprise, mais générale, qui va de la simple information sur les droits avant l'entretien jusqu'à la défense prud'homale après le licenciement. Enfin, il s'agit d'une mission bénéficiant d'un droit exorbitant, entre guillemets, qui ne signifie pas excessif, vis-à-vis du droit de propriété. Celui d'entrer dans l'entreprise où se déroule l'entretien. Encore, ce droit n'existe que parce que les entretiens sont organisés dans l'enceinte de l'entreprise. Il pourrait en être autrement. Il n'est pas illégal d'organiser un entretien de licenciement au fond du coin. Les salariés réduisent à leur manière cette incertitude en utilisant leurs propres critères de choix. C'est moins l'étiquette syndicale qui sera déterminante que la recommandation par la directe ou par un proche qui a eu déjà l'expérience de se conseiller des salariés, ou bien la proximité géographique, ou bien la profession. D'ailleurs, j'ai noté que la profession d'enseignant apparaît particulièrement rassurante aux salariés, parce que par définition, c'est celui qui sait. Conclusion. Ce quelque chose, loin de se confondre avec une liberté, même provisoire, est bien un objet juridique non identifié. Quelque chose sans équivalent dans notre droit du travail français. Le conseiller est l'outil du rétablissement d'une certaine forme de lien social dans les CPE. Il se situe entre le prêtre qui console et l'avocat qui informe et qui défend. Mais ce n'est pas une assistance sociale qui chercherait des moyens à partir de l'établissement des droits auxquels le salarié peut prétendre. Cette ambiguïté trouve toute son explication et son sens dans cette déclaration de son inventeur, le député Alain Vidal, au cours de l'entretien qu'il m'a accordé le 11 avril 2012, je cite, « C'est une sorte de délai avant l'heure qu'on a institutionnalisé, le label préfectoral pour éviter qu'il y ait des élections. Parce qu'à partir du moment où on avait créé ça, il fallait bien trouver une origine. » Je vous remercie.